Qu'est-ce qui est au cœur de l'accomplissement de la belle vie? La clé principale de la belle vie. La clé principale ne réside pas dans l'apprentissage de la fixation d'objectifs. Elle ne réside pas dans l'apprentissage de la meilleure gestion de votre temps. Elle ne réside pas dans la maîtrise des attributs du leadership. Chaque jour, de 1 à 0 manière différente, nous cherchons à nous améliorer en apprenant à faire les choses. Nous passons une vie à accumuler des connaissances dans les salles de classe, dans les manuels scolaires et à travers les expériences. Maintenant, si la connaissance est le pouvoir, si la connaissance est le précurseur du succès, pourquoi n'atteignons-nous pas nos objectifs? Pourquoi, malgré toutes nos connaissances et malgré nos expériences collectives, nous trouvons-nous à errer sans but, à nous contenter d'une vie d'existence plutôt que d'une vie de substance? Il peut y avoir de nombreuses réponses à cette question. Vos réponses peuvent être différentes de celles de vos collègues, de votre conjoint ou de vos amis. Bien qu'il puisse y avoir de nombreuses réponses à cette question, la réponse fondamentale est l'absence de discipline. Appliquer tout ce que nous savons, c'est le mot-clé. La discipline. L'autodiscipline. Constant. L'autodiscipline constante. Peu importe vraiment à quel point vous êtes intelligent ou à quel point vous en savez beaucoup si vous ne l'utilisez pas. Peu importe vraiment que vous ayez obtenu votre diplôme magna cum laude si vous êtes coincé dans un emploi mal rémunéré. Peu importe vraiment si vous avez assisté à chaque séminaire qui passe en ville si vous n'appliquez pas ce que vous avez appris. Mieux que la connaissance est la connaissance appliquée. Et une fois que nous avons appliqué nos connaissances, nous devons étudier les résultats de ce processus. Appliquer nos connaissances, étudier les résultats, affiner notre approche et finalement, en essayant, en observant, en affinant et en essayant à nouveau, nos connaissances produiront inévitablement des résultats dignes et admirables. Et avec la joie et les résultats de nos efforts, nous continuons à appliquer, à apprendre, à observer, à alimenter notre ambition avec le renforcement positif de progrès continus. Très bientôt, nous constaterons que nous sommes entraînés dans une spirale de réussite, une ascension verticale vers le succès. Et l'extase de cette expérience totale fait de notre vie un triomphe sur la tragédie, la morosité et la médiocrité. Mais pour que tout ce processus fonctionne pour nous, nous devons d'abord maîtriser l'art de la discipline, l'autodiscipline constante. Il faut une autodiscipline constante pour maîtriser l'art de fixer des objectifs, pour maîtriser l'art de la gestion du temps, pour maîtriser l'art du leadership, pour maîtriser l'art de la parentalité et des relations. Si nous ne faisons pas de l'autodiscipline constante une partie de notre vie quotidienne, les résultats que nous recherchons seront sporadiques et évasifs. Il faut de la discipline pour vaincre les voix lancinantes dans nos esprits. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur de la pauvreté, la peur d'un cœur brisé. Il faut de la discipline pour continuer à essayer, lorsque cette voix lancinante en nous évoque la possibilité d'un échec. Il faut de la discipline pour reconnaître nos erreurs et reconnaître nos limites. La voix de l'ego humain nous parle à tous parfois. La voix de l'ego dit que nous devrions magnifier notre valeur au-delà de nos résultats. Elle nous pousse à exagérer, à ne pas être totalement honnête. Il faut de la discipline pour être totalement honnête, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Soyez certains d'une chose, toute exagération de la vérité, une fois détectée par les autres, détruit notre crédibilité et rend tout ce que nous disons et faisons suspect. Dès qu'un collègue de travail comprend que nous avons tendance à exagérer, devinez quoi, il pensera toujours que nous exagérons, et il ne nous considérera plus tout à fait de la même manière.
La tendance à exagérer, déformer, voire même à dissimuler la vérité est une partie inhérente à chacun de nous. Elle commence dès notre enfance. Johnny dit « Je ne l'ai pas fait ». Eh bien, peut-être que Johnny ne l'a pas fait, mais il a probablement eu quelque chose à voir avec cela. Et cela continue quand nous sommes adultes, exagérer les avantages d'un produit pour conclure une vente, exagérer notre valeur nette pour impressionner de vieux amis, exagérer notre proximité à finaliser une transaction pour impressionner le patron. Et seule une attaque disciplinée à outrance peut surmonter cette tendance. Il faut de la discipline pour changer une habitude, car les habitudes se forment un peu chaque jour. Une fois les habitudes formées, elles agissent comme un câble géant, un instinct presque inébranlable que seule une activité disciplinée à long terme peut changer. Nous devons défaire chaque brin du câble des habitudes lentement et méthodiquement jusqu'à ce que le câble qui nous retenait en esclavage ne soit plus rien de plus que des brins de fil dispersés. Il faut l'application cohérente d'une nouvelle discipline, une plus souhaitable, pour surmonter celle qui est moins souhaitable. Il faut de la discipline pour planifier. Il faut de la discipline pour exécuter notre plan. Il faut de la discipline pour regarder avec une objectivité totale les résultats de notre plan appliqué. Et il faut de la discipline pour changer soit notre plan, soit notre méthode d'exécution de ce plan, si les résultats sont médiocres. Il faut de la discipline pour rester ferme lorsque le monde nous assène des opinions. Il faut de la discipline pour peser la valeur de l'opinion de quelqu'un d'autre lorsque notre orgueil et notre arrogance nous poussent à croire que nous sommes les seuls à avoir les réponses. Avec cette discipline constante appliquée à chaque domaine de notre vie, nous pouvons découvrir d'innombrables miracles et mettre au jour des possibilités et des opportunités uniques. Maintenant, si la discipline est le mot-clé, et si la discipline est l'action clé, alors qu'est-ce que la discipline exactement? Et un acte conscient de notre part pour mettre en œuvre cette action. La discipline est une prise de conscience du besoin constant d'agir, et un acte conscient pour mettre en œuvre cette action. Si notre prise de conscience et notre mise en œuvre se produisent en même temps, alors nous commençons une séquence appréciée d'activités disciplinées. Maintenant, voici l'autre aspect de la discipline. S'il y a un laps de temps considérable entre le moment de la prise de conscience et le moment de notre mise en œuvre, alors cela s'appelle la procrastination. Procrastination, le faire demain au lieu d'aujourd'hui. La procrastination est presque l'exact opposé de la discipline. La voix en nous dit « fais-le ». La discipline dit alors « fais-le maintenant ». Fais-le du mieux que tu peux aujourd'hui, demain, et toujours, jusqu'à ce que finalement l'acte méritoire devienne instinctif. La procrastination dit plus tard, demain, quand j'en aurai l'occasion. La procrastination dit aussi fais ce qui est nécessaire pour s'en sortir ou pour impressionner les autres. Fais ce que tu peux, mais pas ce que tu dois. Dans toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes constamment confrontés à ces deux choix, le faire maintenant ou le faire plus tard. Discipline et procrastination. Un choix entre une existence disciplinée, portant les fruits de la réussite et de la satisfaction, ou la procrastination, la vie facile pour laquelle l'avenir ne portera aucun fruit, seulement les branches dénudées de la médiocrité. Les récompenses d'une vie disciplinée sont grandes, mais elles sont souvent retardées jusqu'à un certain moment dans le futur. Les récompenses pour le manque de discipline sont immédiates, mais elles sont mineures en comparaison des récompenses incommensurables de la discipline personnelle constante. Une récompense immédiate pour le manque de discipline est une journée amusante à la plage. Une récompense future de la discipline est de posséder la plage. Pour la plupart,
Nous choisissons le plaisir d'aujourd'hui plutôt que la fortune de demain. Alors, comment pouvez-vous vous débarrasser des distractions faciles? Comment pouvez-vous garder votre esprit sur ce que vous essayez de faire? Comment pouvez-vous maintenir une attitude de tout faire et de le faire maintenant? Comment pouvez-vous choisir la discipline plutôt que la procrastination? Comment pouvez-vous rester concentré sur vos ambitions? Comment pouvez-vous éviter les conversations au distributeur d'eau et rester concentré sur votre travail? Vous devez vraiment travailler sur votre discipline personnelle constante sur une base quotidienne, sinon vous vous retrouverez distrait. Distrait par des pensées négatives, distrait par des personnes négatives, distrait par les conversations au distributeur d'eau. Et assez rapidement, selon le type de personnes avec lesquelles vous êtes associé, distrait par le doute en vous-même. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'influence et des associations, et ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre propre discipline personnelle constante. Maintenant, examinons de plus près la discipline, les 3 étapes pour devenir discipliné. Premièrement, la vraie discipline n'est pas l'option la plus facile. La plupart des gens préféreraient dormir jusqu'à 10 heures plutôt que de se lever à 6 heures. Il est plus facile de se coucher tard, de se lever tard, d'arriver en retard, de partir tôt. Il est plus facile de ne pas lire, il est plus facile d'allumer la télévision que d'ouvrir un livre. Il est plus facile de faire juste assez que de tout faire. Attendre est toujours plus facile qu'agir. Essayer est toujours plus facile que faire. Imaginez à quoi ressemblerait la vie si nous n'avions pas à faire notre lit le matin, ou à garder notre garage propre, ou à payer nos impôts, ou à nous présenter au travail. Demain ne serait-il pas fascinant si nous n'avions pas à faire ces choses? Ne serait-ce pas fascinant? Que pensez-vous qu'il adviendrait de nous? Vous avez raison, pas grand-chose. Pour quelque raison que ce soit, le système dans lequel nous vivons et contribuons est conçu pour rendre les choses les plus faciles dans la vie les moins rentables, tandis que les plus rentables semblent être les plus difficiles. Notre monde est et sera toujours une lutte constante entre la vie facile et ses récompenses momentanées. Et une vie de discipline et ses récompenses beaucoup plus significatives. Chacun a son prix, le prix de la discipline ou le prix du regret. Nous paierons l'un ou l'autre. Ce que nous aurions souhaité faire est la voix du regret parlant d'un ton désolé à un moment où il n'y a pas de retour en arrière. C'est le regret, pas de deuxième chance, pas de que ferais-je différemment. Choisissez l'un ou l'autre. Mais les deux auront leur prix, le prix de la discipline ou le prix du regret. L'un coûte des centimes, l'autre une fortune. Douin a dit qu'il y a des centaines de jeunes hommes qui mourraient pour la vérité, mais très peu qui passeraient 5 ans à étudier pour savoir ce qu'est la vérité. Mourir pour la vérité est bien plus dramatique que la discipline d'étudier un petit morceau à la fois, un jour à la fois, un mois à la fois. Mais dans l'ensemble, mourir pour la vérité est-il vraiment plus facile que de respecter les disciplines quotidiennes? La première leçon de la discipline est que ce n'est pas l'option la plus facile. La deuxième leçon de la discipline est que c'est une activité à plein temps. Et nous avons dit que la meilleure forme de discipline est la discipline personnelle constante. Vous voyez, la discipline nécessaire pour faire votre lit tous les jours est la même discipline nécessaire pour réussir dans le monde des affaires. La discipline pour organiser votre garage est la même discipline pour organiser votre entreprise. Toutes les disciplines se prolongent pour affecter toutes les parties de nos vies. Si nous sommes disciplinés dans un seul domaine et paresseux dans un autre, devinez quoi? Très bientôt, le côté paresseux s'insinuera et détruira le côté discipliné. Les mauvaises habitudes dans un domaine de notre vie détruiront finalement notre discipline personnelle dans les domaines sur lesquels nous avons travaillé. La constance ne peut pas être inconsistante. La discipline consiste en l'entraînement de l'esprit à contrôler nos vies. La discipline est un ensemble de normes que nous avons sélectionnées comme un code de conduite personnelle.
La discipline consiste à nous imposer les exigences pour honorer ces normes. Une fois que nous avons adopté ces normes de comportement et de conduite, nous nous engageons à les honorer. Et si nous ne le faisons pas, alors il ne peut y avoir aucune activité disciplinée. Nous nous retrouvons à annoncer nos normes à nos proches, à nos amis, à nos associés. Nous crions nos croyances et condamnons ceux qui croient autrement. Mais ensuite, nous n'agissons pas en conformité avec nos paroles. Nous finissons par agir d'une manière bien différente des croyances que nous avons clamées. Nous disons à nos enfants que la télévision pourrit leur esprit, mais nous passons nos soirées devant. Nous disons à nos employés qu'ils doivent profiter de chaque minute de la journée de travail, mais nous passons 3 heures au déjeuner. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est incohérent. Cela conduit à une perte de crédibilité auprès de ceux qui nous regardent. Et plus important encore, cela conduit à une perte de crédibilité envers nous-mêmes. La seule chose pire que quelqu'un qui est inconséquent dans l'application de ces disciplines auto-imposées est celui qui n'a jamais considéré le besoin ou la valeur de la discipline du tout. Ces personnes semblent errer sans but. Ces personnes semblent errer sans but, changeant de procédure, de normes, de loyauté et passant fréquemment d'un engagement à un autre, laissant derrière eux une traînée d'amitié brisée, de projets inachevés et de promesses non tenues, tout cela à cause d'une discipline qui était soit inexistante, soit imposée si rarement qu'elle était inefficace. Voici la 3e étape pour devenir constamment autodiscipliné. 1. C'est réaliser que la discipline n'est pas l'option la plus facile. 2. La discipline est une activité à plein temps, jour après jour, chaque jour. Et la 3e étape pour devenir discipliné est vraiment une philosophie qui détient une des promesses uniques de la vie. Elle dit simplement, pour chaque effort discipliné, il y a une récompense multiple. C'est l'un des grands arrangements de la vie. C'est comme la loi du semis et de la récolte. En fait, c'est une extension de la loi biblique qui dit « Si vous semez bien, vous récolterez bien ». Maintenant, voici une partie unique de la loi du semis et de la récolte. Non seulement elle suggère que nous récolterons tout ce que nous avons semé, mais elle suggère également que nous récolterons bien plus. La vie est pleine de lois qui gouvernent et expliquent les comportements. Mais ceci pourrait bien être la loi principale que nous devons comprendre. Pour chaque effort discipliné, une récompense multiple. Pour chaque effort discipliné, une récompense multiple. Si vous êtes juste, honnête et patient avec les autres, votre récompense sera multipliée. Si vous donnez plus que vous ne vous attendez à recevoir, votre récompense sera plus grande que ce que vous attendez. Mais rappelez-vous, le mot-clé ici, comme vous pouvez bien l'imaginer, est discipline. Tout ce qui a de la valeur nécessite soin et attention. Tout ce qui a de la valeur nécessite de la discipline. Les enfants nécessitent de la discipline. Ils doivent avoir une structure établie pour eux. Ils doivent avoir des limites dans lesquelles travailler pour se sentir en sécurité et à l'aise pour explorer et grandir. Ils doivent apprendre à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est un comportement acceptable, ce qui ne l'est pas. Les enfants nécessitent une discipline inébranlable, une discipline constante, sinon ils seront confus quant à la manière dont ils sont censés se comporter. De même, nos pensées nécessitent de la discipline. Nous devons établir nos limites intérieures, notre code de conduite. Sinon, nos pensées seront confuses. Et avec des pensées confuses, nous nous retrouverons irrémédiablement perdus dans le labyrinthe de la vie. Et des pensées confuses produisent des résultats confus. Regardez autour de vous en ce moment même. Que pourriez-vous faire qui nécessite de l'attention? Peut-être écoutez-vous cette émission en conduisant, en klaxonnant quelqu'un devant vous qui ne conduit pas à la vitesse que vous aimeriez. Peut-être écoutez-vous seul parce que vous avez eu un désaccord avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous aime et votre colère ne vous permet pas de parler à cette personne.
Ne serait-ce pas un moment idéal pour examiner votre besoin d'une nouvelle discipline? Peut-être êtes-vous sur le point d'abandonner ou de recommencer ou de commencer, et le seul ingrédient manquant à votre incroyable histoire de succès futur est une discipline nouvelle et auto-imposée qui vous fera rester plus longtemps, essayer plus fort et travailler plus intensément que vous n'auriez jamais pensé possible. N'attendez pas que les choses se détériorent tellement que quelqu'un d'autre doit imposer la discipline dans votre vie. Ne serait-ce pas tragique? Comment pourriez-vous expliquer le fait que quelqu'un d'autre ait pensé plus à vous que vous-même? Qu'il vous ait forcé à vous lever tôt et à sortir sur le marché, alors que vous auriez été content de laisser le succès aller à quelqu'un d'autre qui se souciait plus de lui-même. Votre vie, ma vie, la vie de chacun de nous servira, soit d'avertissement, soit d'exemple. Un avertissement des conséquences de la négligence, de l'apitoiement sur soi, du manque de direction et d'ambition, ou un exemple de talent mis à profit, de discipline auto-imposée et d'objectifs clairement perçus et intensément. L'influence de ceux qui nous entourent est tellement puissante. Bien souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes fortement influencés, parce que cela se développe généralement sur une longue période. La pression des pairs est une forme d'influence particulièrement puissante, car elle est si subtile. Si vous êtes avec des gens qui dépensent tout ce qu'ils gagnent, il est fort probable que vous dépensiez tout ce que vous gagnez. Si vous êtes avec des gens qui vont plus souvent au match de ballon qu'au concert, il est fort probable que vous fassiez de même. Si vous êtes avec des gens qui ne lisent pas beaucoup de livres, il est fort probable que vous ne lisiez pas beaucoup de livres non plus. Les gens autour de nous peuvent nous dévier de notre trajectoire peu à peu jusqu'à ce que, finalement, dans 10 ans, nous nous retrouvions à nous demander « Comment suis-je arrivé là ?» Ces influences subtiles doivent être étudiées attentivement si nous voulons vraiment que nos vies se déroulent comme nous l'avons prévu. Maintenant, sur ce point majeur, laissez-moi vous donner 3 questions clés à poser. Cela peut vous aider à mieux analyser vos associations actuelles. Voici la première question. Avec qui suis-je? Bonne question. Faites une étude mentale des personnes principales avec lesquelles vous êtes le plus souvent en contact. Vous devez évaluer tout le monde qui est dans le cercle de ceux pouvant vous influencer. Donc, question principale. Avec qui suis-je? Question suivante. Que me font-ils? C'est une question majeure à poser. Qu'est-ce qu'ils me font faire? Qu'est-ce qu'ils me font écouter? Qu'est-ce qu'ils me font lire? Où m'emmènent-ils? Qu'est-ce qu'ils me font penser? Comment m'ont-ils amené à parler? Et comment m'ont-ils fait me sentir? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait dire? Vous devez juste étudier sérieusement comment les autres vous influencent, à la fois négativement et positivement. Maintenant, peut-être que l'influence de tous ceux qui vous entourent est correcte. Mais posez-vous simplement la question, cela ne fait pas de mal de demander « Avec qui suis-je? Et que me font-ils » Et si vous ne le faisiez pas, maintenant voici la dernière question. Est-ce que c'est correct? Peut-être les personnes avec lesquelles vous vous associez et leur influence collective sont correctes. Mais d'un autre côté, peut-être que ce n'est pas le cas. Tout ce que je suggère ici, c'est que vous regardiez de près et de manière objective. Tout vaut la peine d'être revu. Surtout le pouvoir de l'influence. Une influence positive peut avoir un effet incroyable sur votre vie, mais une influence négative peut aussi l'avoir. Il est si facile de simplement ignorer les choses qui influencent nos vies. L'homme dit « Je vis ici, mais je ne pense pas que cela importe. Je suis avec ces gens. Mais je ne pense pas que cela me fasse du mal. Je prendrai un autre regard là-dessus. J'ai une bonne phrase pour vous, tout compte. Maintenant, bien sûr, certaines choses comptent plus que d'autres, mais tout compte. Donc, vous devez continuer à vérifier pour savoir si les associations penchent en faveur du positif ou du négatif. Cela ne fait pas de mal de regarder, n'est-ce pas? Mais l'ignorance n'est jamais la meilleure politique. Découvrir est la meilleure politique. Rappelez-vous.
Je veux vraiment savoir ce que je suis devenu et ce que je deviens. Je veux savoir où se trouvent mes forces et mes faiblesses, ce qui a du pouvoir sur moi, ce qui m'influence, ce que j'ai permis d'affecter ma vie. Vous avez peut-être entendu l'histoire du petit oiseau. Il avait son aile sur son œil et il pleurait. Le hibou dit au petit oiseau, « Tu pleures ?» « Oui, dit le petit oiseau, et il éloigna son aile de son œil. « Oh, je vois, dit le hibou, tu pleures parce que le grand oiseau t'a crevé l'œil. » Et le petit oiseau dit, « Non, je ne pleure pas parce que le grand oiseau m'a crevé l'œil. Je pleure parce que je l'ai laissé faire. Il est facile de laisser les influences façonner nos vies, de laisser les associations déterminer notre direction, de laisser les persuasions nous submerger, de laisser les marées nous emporter, de laisser les pressions nous façonner. La grande question est, nous laissons-nous devenir ce que nous voulons devenir? Dans ce sujet le plus important de l'association, voici quelques actions que vous voudrez peut-être entreprendre. Premièrement, la désassociation. Après avoir étudié ces 3 questions, avec qui suis-je? Que me font-ils? Et est-ce correct? Vous pouvez arriver à la conclusion sérieuse qu'il y a des personnes dont vous devez vous éloigner. Je ne dis pas que c'est une étape facile à franchir, et ce n'est pas à prendre à la légère. Cependant, je dis que cela peut être une tâche essentielle. Vous devrez peut-être juste faire ce choix difficile de ne plus laisser certaines influences négatives vous affecter. Rappelez-vous, cela pourrait être un choix qui sauve la qualité de votre vie. La deuxième action que vous voudrez peut-être entreprendre est l'association limitée. Il se pourrait bien que vous passiez trop de temps dans un certain domaine de votre vie avec un certain groupe de personnes. Il est facile de mettre du temps et des efforts au mauvais endroit. Le gars passe 3 heures au match de ballon et 30 minutes à écouter le sermon. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle être déséquilibré. 30 minutes pour la spiritualité, 3 heures pour le divertissement. Cela ne pèse pas bien 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, lorsque vous examinez le total de vos valeurs dans votre vie. Voici l'un des moyens faciles de finir avec une vie moyenne. Passer du temps important sur des choses mineures. Les gens sophistiqués apprennent à peser tout avant de dépenser du temps ou de l'argent. Vous devez peser avant de payer que vous alliez passer du temps lourd ou léger. Vous devez juste peser. Sinon, si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez vous retrouver à passer du temps lourd avec des gens légers. Maintenant, il est bon d'avoir des amis occasionnels, tant que vous leur accordez un temps occasionnel, pas un temps sérieux. Passez du temps important avec une influence importante et un temps mineur avec une influence mineure. C'est tellement facile de faire exactement le contraire, mais ne laissez pas dire que vous êtes tombé dans ce piège. Alors peut-être que tout ce que vous avez à faire pour changer certaines des influences dans votre vie, ce n'est pas de les éliminer, mais simplement de les limiter. Dites, je passe un bon moment avec ces gens, mais je ne vais plus passer des jours et des jours avec eux. Je vais juste réduire cela et économiser un peu de temps pour des personnes plus importantes et des douaires. Entreprise plus importante. Rappelez-vous, c'est votre vie. Vous pouvez passer votre temps avec qui vous voulez, et quand vous voulez, mais vous n'avez pas investi dans ce programme pour que je vous berce d'illusions. Jetez un œil à vos priorités et à vos valeurs. Nous avons si peu de temps à notre disposition. Ne serait-il pas logique de l'investir judicieusement? Si vous n'avez que 100 $ dans votre poche, il est acceptable de dépenser 20 $ pour le plaisir et de mettre 80 $ vers vos valeurs et engagements importants, mais seriez-vous heureux d'inverser ces pourcentages? Mieux vaut mettre la majorité de votre argent là où vous savez qu'il vous apportera un retour positif plutôt que de le mettre là où le plaisir est bref et les résultats pauvres. Bien sûr, vous devez être le juge. Vous devez déterminer si la situation et les personnes nécessitent une désassociation ou une association limitée. Mais appelez-vous,
Si cela ne vous mène pas là où vous voulez être dans 5 ans, 10 ans, c'est le moment de régler ça. Le troisième processus est celui que je vous conseille le plus vivement de commencer. Et cela s'appelle l'association élargie. C'est-à-dire passer plus de temps avec les bonnes personnes, des personnes de substance et de culture, des personnes qui comprennent la philosophie et la discipline, des personnes d'accomplissement et de caractère. Il y a de nombreuses années, M. Schoff m'a dit « Menmuron, si vous souhaitez vraiment réussir, vous devez vous entourer des bonnes personnes. » Puis il a dit « Il semble que dans votre situation actuelle, vous allez devoir comploter et manigancer. » Et c'était vrai. J'ai dû comploter et manigancer pour me retrouver avec les bonnes personnes. Sur certaines de ces premières occasions, je devais être avec des gens qui réussissaient. Je garais ma voiture à quelques pâtés de maison. Je savais que s'ils voyaient ma voiture, je ne pourrais jamais entrer. À plusieurs reprises, j'ai eu la question « Comment êtes-vous arrivé ici ?» à laquelle je répondais « Oh, quelqu'un m'a déposé. » Et c'était moi qui m'étais déposé quelques pâtés de maison plus loin. Peu importe ce que vous avez à faire, faites-le. Continuez à vous poser la question. Avec qui puis-je me retrouver? Avec qui pourrais-je passer du temps qui aurait une influence positive sur ma vie? J'ai employé toutes les astuces possibles pour me retrouver avec les bonnes personnes. Mais ça en valait la peine. Maintenant voici la surprise. Il est possible pour un investissement modeste de se retrouver avec des gens importants. Si vous aviez l'occasion de passer 1 heure ou 2 avec une personne fortunée, et que tout ce que vous aviez à faire était de payer l'addition du déjeuner, cela ne serait-il pas une aubaine? Cette personne pourrait vous donner une idée qui pourrait changer votre vie pour le prix d'un déjeuner. Et c'est là que nous devons aller pour établir notre plan de réussite. Auprès des personnes réussies, ne tirez pas votre plan. Surtout votre plan financier de personnes non réussies. Voici quelque chose d'autre d'excitant. Il est possible pour des gens modestes de commencer un plan de richesse. Vous n'avez pas besoin d'être richesse. Vous n'avez pas besoin d'être richesse. Vous n'avez même pas besoin d'être en bonne santé pour commencer un plan de santé. Tout ce que vous devez être, c'est intelligent, assez intelligent pour dire « Eh bien, j'ai le mauvais plan et je vais m'entourer de quelqu'un qui a un meilleur plan et en faire mon plan. » Alors trouvez des personnes réussies pour vous aider à compléter votre plan de réussite. Trouvez quelqu'un en bonne santé pour mettre en route votre meilleur plan de santé. Trouvez quelqu'un qui mène un mode de vie unique pour développer votre plan de vie. Cela s'appelle l'association délibérée. Se retrouver avec les bonnes personnes en élargissant votre cercle d'influence. J'ai un ami vraiment unique avec qui j'essaie toujours de trouver plus de façons de passer plus de temps. C'est le chasseur de gros gibier, homme d'affaires millionnaire, voyageur, et à mon avis, l'un des grands philosophes du monde. Il a 2 dons spéciaux, parmi tant d'autres qui justifient tout le temps que je peux passer avec lui. Et ces dons sont, premièrement, la capacité d'absorber une journée et tous ses événements, Sa mémoire est incroyable. Je jure qu'il se souvient en détail de presque chaque jour de sa vie et de chaque livre qu'il a lu. Je pense que c'est plus excitant pour lui d'aller en Espagne et de revenir vous en parler que d'y aller vous-même. Et la raison en est que lorsqu'il est là-bas, il ne rate rien. Il capte les sons et les couleurs, les expériences et les événements. Il absorbe comme une éponge les paysages, les gens, toute la scène. Ensuite, il a le 2e don unique, le don de l'expression. Il peut mettre tout ce qu'il a vu, touché et ressenti en mots, des mots excitants. Quand il parle, vous pouvez sentir l'eau qui clapote sur vos pieds. Vous pouvez voir les couleurs. Vous pouvez sentir l'arôme des fleurs et de la nourriture. Quel grand don pour absorber et pour exprimer. Si je passe une journée avec lui, si jamais parle, quand il parle,
Vous pouvez sortir une journée avec lui. J'ai mon argent en valeur. Il peut mettre une année dans une conversation d'une journée. Ça vous laisse bouche bée. Il peut lire un livre et, avec des détails impeccables, vous en donner une version résumée et, plus souvent qu'autrement, la rendre plus excitante que si vous lisiez le livre vous-même. De Shakespeare aux Beatles, de l'Afrique à Beverly Hills, il a tout enregistré et peut l'exprimer avec esprit et précision. Vous pouvez imaginer quelle association précieuse c'est pour moi. Une façon de s'associer avec des gens influents et par le biais de leurs écrits. Livres, cassettes audio, tout ce que vous pouvez trouver. Peut-être que vous ne pouvez pas rencontrer la personne, mais vous pouvez lire ses livres ou écouter ses cassettes. Churchill est parti, mais il a laissé des livres. Aristote est parti, mais nous avons toujours ses idées. Cherchez dans le catalogue des cassettes et dans les bibliothèques pour les livres. Recherchez dans les magazines. Recherchez dans les documentaires. Il regorge de possibilités d'association et de festins intellectuels. Mais en plus de la lecture et de l'écoute, nous avons également besoin d'une chance de parler et de partager. J'ai des gens dans ma vie avec qui je passe du temps régulièrement et qui m'aident avec des questions de vie importantes, qui m'aident à affiner ma propre philosophie, mes valeurs, et à réfléchir aux questions de réussite et de mode de vie. Nous avons tous besoin d'associations avec des personnes de substance pour fournir une influence concernant des questions majeures, la société, l'argent, l'entreprise, la famille, le gouvernement, l'amour, l'amitié, la culture, le goût. Le comportement communautaire est largement façonné par les idées. Et les idées sont grandement influencées par l'éducation. L'éducation, à son tour, est fortement impactée par les individus avec lesquels nous nous associons. Par conséquent, il est crucial de ne pas simplement se joindre à un groupe facile, mais de rechercher des personnes capables d'engager des discussions significatives sur les dernières idées concernant la philosophie, l'entreprise, les objectifs et le mode de vie. Il est important de s'entourer d'individus qui peuvent poser les bonnes questions et remettre en question sa façon de penser. L'une des influences les plus significatives dans ma vie a été mon association avec M. Sakan pendant plus de 5 ans. Pendant ce temps, il m'a partagé des idées inestimables dans divers contextes, des conversations lors des dîners ou discussions privées. Sa répétition de ses idées et sa capacité unique à surveiller. Mes progrès ont été essentiels pour provoquer des ajustements utiles dans mes pensées et mes actions. En continuant à m'associer avec M. Sach, j'ai constaté que je continuais à progresser en expérience, en connaissance et en réalisation. Cette croissance m'a permis de traiter des questions fondamentales avec une compréhension et une appréciation plus profondes. Il est devenu évident que c'était mon éducation qui évoluait et non pas les questions elles-mêmes. De plus, il est essentiel de s'efforcer de devenir le genre de personne avec lequel d'autres personnes de qualité et de substance voudraient s'associer. Cela implique de développer des compétences en communication, de maintenir une attitude positive, de cultiver la connaissance et d'exercer la discipline. En le faisant, on peut attirer des individus précieux qui contribuent positivement à la croissance personnelle et au développement. Un véritable ami est quelqu'un qui peut écouter à la fois les bonnes et les mauvaises nouvelles sans jugement ni égocentrisme. S'entourer de telles personnes est vital pour l'épanouissement personnel et professionnel. En revanche, s'associer à des influences négatives peut entraver la croissance et le progrès, conduisant à la stagnation et à la insatisfaction. Les deux aspects nécessitent attention, soin et investissement pour s'épanouir. Négliger l'un au profit de l'autre peut entraîner de la insatisfaction et du malheur. Fixer des objectifs est un aspect fondamental du développement personnel et du succès. En fixant, évaluant et affinant constamment les objectifs, on peut rester concentré et motivé pour atteindre les résultats désirés.
Il est essentiel d'aborder l'avenir avec anticipation plutôt qu'avec appréhension et de concevoir activement un avenir qui correspond à ses aspirations et à ses valeurs personnelles. En résumé, le comportement communautaire, la croissance personnelle et le succès sont tous étroitement liés aux idées auxquelles nous sommes exposés, à l'éducation que nous recevons et aux individus avec lesquels nous nous associons. En nous entourant d'influences positives, en fixant des objectifs significatifs et en maintenant un équilibre dans tous les aspects de la vie, nous pouvons aspirer à un avenir épanouissant et prospère. Nous désignons ces objectifs comme des constructeurs de confiance. Lorsque vous faites des efforts, que vous brûlez les minuties et que vous accomplissez ces petites tâches, cela renforce votre confiance pour poursuivre vos objectifs à long terme. Notez dans votre carnet ou journal toutes les petites choses que vous aimeriez accomplir ou acquérir au cours de l'année prochaine. Comment vous organisez cette liste vous appartient. Vous pouvez choisir de la diviser par semaine ou par mois, selon ce qui vous convient le mieux. Une partie de la satisfaction d'avoir une liste est de pouvoir cocher les éléments accomplis ou terminés. Visez à cocher au moins un élément de votre liste d'objectifs à court terme chaque semaine. Et lorsque vous parvenez à cocher une étape importante sur votre liste d'objectifs à long terme, prenez le temps de célébrer. Célébrer les étapes importantes est crucial. Nous grandissons tant de la joie de gagner que de la douleur de perdre. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui encouragent la croissance et le progrès. Évitez de vous joindre à un groupe facile. Au lieu de cela, cherchez des environnements où les attentes et les pressions de performance sont élevées. Un plan cohérent pour acquérir des connaissances est vital. Assistez à des conférences, à des séminaires et participer à des discussions avec des personnes qui remettent en question votre façon de penser et contribuent positivement à votre développement. Poursuivez activement le savoir. N'attendez pas que de bonnes idées vous interrompent. Recherchez-les intentionnellement et soyez prêt à les capturer dans un journal ou un carnet. Que ce soit pour le travail, les projets personnels ou les engagements familiaux, avoir un plan de jeu garantit que vous restiez concentré et productif. Ne commencez pas votre journée, semaine ou mois tant que vous ne l'avez pas planifié. Visualisez votre avenir en créant un plan de jeu qui détaille vos objectifs et activités. Utilisez du papier quadrillé pour répertorier vos activités et vos délais, assurant une représentation visuelle claire de vos tâches. Gardez votre plan de jeu visible et référez-vous-y régulièrement pour rester sur la bonne voie. Votre plan de jeu devrait englober plus que des projets de travail. Il devrait également inclure du temps pour les loisirs, la réflexion, l'exercice, la santé et la spiritualité. Adaptez votre emploi du temps pour correspondre à vos moments de productivité maximale tout au long de la journée. Maintenez la discipline de travailler votre plan jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si vous adopterez des disciplines fondamentales, mais quand vous le ferez. Avec une dévotion inébranlable, nous avons le pouvoir de nous transformer nous-mêmes, nos circonstances et même notre nation.